On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, mais aussi sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur iTunes et sur Clubic. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, nous revenons sur une année Apple, une année extrêmement riche. On commence tout de suite par le mois de janvier. On refait le Mac. C'est l'événement high-tech de l'année, la présentation de l'iPad. Tous les constructeurs ne juraient que par les netbooks. Apple croit plutôt à un modèle intermédiaire entre le smartphone et l'ordinateur portable. Steve Jobs fait là un sacré pari et signe un retour magistral, un an jour pour jour après ses ennuis de santé, qui l'avait tenu éloigné d'Apple. Et surprise, à l'approche de Noël, une station iPod DVD Pioneer est à gagner chaque semaine, offerte par notre partenaire Pioneer. Le premier qui répondra à la question posée en fin d'émission gagne un dock Navone Pioneer d'une valeur de 300 €. Envoyez alors votre réponse le plus vite possible à olivier@onrefaitlemag.com. Attention, ce jeu n'est valable qu'en France métropolitaine. On refait le Mac. Avec pour cette rétro 2010 comme invité cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier. Et un personnage récurrent que vous retrouvez chaque semaine mais qui a un visage masqué, c'est un ancien responsable d'Apple, c'est Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, bonsoir Cédric. Le truc c'est que moi je suis persuadé parfois que c'est pas le même. Je pense qu'on nous le change. Moi j'arrive pas à être absolument sûr. Regarde, pris sous un angle là on dirait Emmanuel Torregano. Mais non, c'est pas Emmanuel Torregano, c'est pas un ancien responsable. J'oserais pas. Salut Emmanuel. Messieurs, souvenez-vous, au mois de janvier, Apple a créé l'événement avec la présentation de l'iPad. On peut dire que ça a été l'événement high-tech de l'année. Grave. Voilà. Comme on peut dire maintenant, ça n'est pas encore un an, mais presque, que la mayonnaise a bien pris. On avait beaucoup de doutes, hein. Souvenez-vous, tu y étais Cédric à San Francisco lors du lancement, sur le succès éventuel de cette tablette. Les analystes disaient il faut faire des netbooks, et Apple a tenu bon, Cédric. Oui, d'abord c'était l'événement de l'année parce que pour moi c'était ma première keynote. J'ai perdu mon pucelage de Steve Jobs ce jour-là, donc j'ai pu tout tester. Moi ça me fait plus rien à force. Tu vois, c'est ça, on s'habitue à tout. Le champ de distorsion de la réalité, tout ça, le truc où tu sors de la keynote. Voir Steve Jobs en vrai. Ouais, mais ça, le truc c'est qu'en fait les keynotes sont tellement bien filmées, il faut dire, et tellement bien retransmises, etc. que ça, le côté en vrai, tu vois, j'avais pas envie de lui tirer sur le short, hein, ça allait. Mais non, et puis ce truc où tu sors de la keynote et où tu te dis, je suis forcé de l'acheter, quoi. Il y a rien à faire, il faut que je l'achète. Vite, où est l'Apple Store? Il est à 2 blocs d'ici. Ah, flûte, c'est pas. Mais ça sort quand? Ça sort quand? 100 jours, 100 jours, comptons les jours. Bref, moi, Oui. juste un truc. Sur les analystes qui disaient non, il faut faire des netbooks, je suis pas d'accord. Évidemment, avec le recul, on est tous sûrs d'avoir raison sur l'analyse. Mais la question n'était pas est-ce que ça va se vendre? La première question était qu'est-ce qu'on va faire avec, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment encore idée. Ça manquait de killer app en fait. C'était la seule chose où on disait bon c'est bien, mais pour l'instant sans les apps qui vont avec et qui sont pensées pour, c'est encore un gros iPod. Mais c'était le degré du succès. En fait, le débat c'était est-ce qu'ils vont en vendre 5 millions dans l'année ou est-ce qu'ils vont en vendre 10 millions dans l'année. Je pense qu'on est à combien? On est à plus de 8 millions. Je pense qu'une fois Noël on en parlera passé. un peu plus tard dans l'émission parce qu'on va revenir sur les chiffres de l'iPad. Mais est-ce que Monsieur Expo qui avait appartenu, ou toi qui a appartenu à Apple, tu vois une autre entreprise qu'Apple qui est capable comme ça de dire voilà, le modèle du marché c'est ça, je vous propose autre chose, et presque au forçat, parce que là, souviens-toi, la conférence a été longue, où il y avait une longue mise en route, une longue présentation, une longue démo Steve Jobs, pour justement mettre en orbite ce produit, parce que les gens le regardaient un petit peu comme un ovni. Tu vois une autre entreprise, Monsieur X, qui est capable de faire entre guillemets, ce tour de force? Oui, heureusement que oui. Bon, Apple est coutumier du fait et Apple enchaîne ce type de performance. Bon, et celle de l'iPad est vraiment exceptionnelle parce qu'effectivement, il y a un an, on se posait tout simplement la question de savoir s'il y avait un marché pour les tablettes numériques, avant même de se poser la question de savoir s'ils allaient cannibaliser les netbooks. Mais deux entreprises sont capables de le faire. Très récemment, on vient de voir Microsoft introduire Kinect.
ou il y a quelques années Nintendo avec la Wii, donc un changement d'interface et de relation à la télé dans l'univers du jeu. Je dirais plus Nintendo avec la Wii, où là, Ouais, la tendance du marché, c'était toujours plus puissant, hardcore gamer, toujours plus de graphisme, une course à la puissance entre Sony et Microsoft. Et on ouais, voit arriver Nintendo avec un produit qui, ouais. lui, cible plutôt le très grand public. Et En surtout, disant l'avenir ou le prochain kiff, c'est de faire du Mario Kart avec ma grand-mère, qui est quand même un pari osé. Donc heureusement, oui, bien sûr, il y a d'autres entreprises qui sont capables de le faire. Ce qui est exceptionnel chez Apple, c'est qu'à chaque fois, ils font des paris comme ça, un peu en rupture, et que ouais. depuis 10 ans, ils font pas beaucoup d'erreurs. Voilà la vraie différence. Ce qui est intéressant quand même en marge de cette présentation de l'iPad, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission, c'est le retour de Steve Jobs. Quelle revanche pour Steve Jobs d'être là sur scène un an quasiment jour pour jour après son congé maladie, où on se posait énormément de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes sur son avenir, sur sa santé. C'est quand même un beau signe du destin, Cédric, ce retour sur scène et ce clin d'œil à Mais l'industriel. de fait, c'est vrai qu'on se disait, bon, si Jobs revient sur scène, c'est vrai qu'on va le regarder un peu sous toutes les coutures en disant il va bien, il va pas bien, quelle tête il a, etc. Il avait l'air relativement en forme. Ouais. Il n'a pas fait de commentaires sur sa santé à ce moment-là. Il y a d'autres choses qui avaient été faites avant, mais Il en en même avait fait temps, quelques mois auparavant, ouais, lors de son vrai retour en mois de ouais, c'est septembre ça. à la Mais présentation en des même temps, la iPads. Ouais. confiance qu'on peut accorder au bulletin de santé de Steve Jobs publié par Apple est quand même, C'est euh, comme l'Elysée en gros, c'est pareil. non, c'est pire, c'est C'est pire. pire. Non, 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 non. Il Sauf faut que le dire. l'Elysée n'est pas cotée en bourse, mon cher Cédric. Oui, c'est ça. Euh, Apple a délibérément. Souvenez-vous, je ne la citerai pas, mais Katie Cotton, qui à l'époque nous parlait d'une grippe, quoi. Enfin, bon. Katie Cotton, c'était la responsable. C'est toujours. Je Oui, l'embrasse, c'est tout. Katie, si tu Oui, nous on aime écoutes. beaucoup Katie Cotton, responsable aux États-Unis des relations presse d'Apple, de la communication. Monsieur X, toi qui a travaillé, entre guillemets, avec. Comment C'était ton patron, Ah, Steve Jobs. je crois qu'il Loin, avait, Euh, très très loin. je crois qu'il avait c'est vrai. travaillé chez Apple entre guillemets, ou travaillé entre Non. guillemets chez Apple. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est une question qu'on s'est déjà posée, mais c'est maintenant que l'eau a coulé sur les ponts et que ça fait pas forcément la une des journaux, donc on peut tranquillement parler de l'avenir d'Apple sans forcément parler de la vie privée de Steve Jobs. Est-ce qu'on peut imaginer, comment on peut imaginer l'avenir dans les années qui viennent? Est-ce que tu sens que cette année est une année de transition pour Steve Jobs, qu'il a préparé la suite, sa succession? Bah, enfin bon, la vraie question est récurrente qu'on a tous, c'est est-ce que Apple peut continuer à exister sans Steve Jobs? Et moi j'avoue que je suis partagé hein, sur la réponse à donner à ça. Bon, certainement en termes de créativité et puis de choix sur les produits à lancer, et les produits à développer, il est clé. Euh, donc là, on peut se dire qu'il est indispensable. Maintenant, d'un autre côté, au quotidien, je continue à penser qu'il y a un autre génie chez Apple qui est Tim Cook, hein, le patron opérationnel, et que Apple doit autant à Tim Cook qu'à Steve Jobs pour ce qui est de son renouveau dans la période, dans la décennie qui vient de s'écouler. Donc, Tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il a tendance, Steve Jobs, à un peu trop s'accaparer les projets, à tirer la couverture à lui? Non? non, C'est non, ça que tu es en train c'est de pas dire? ça, c'est que c'est bien d'inventer un nouveau produit. Polémiquons un petit peu, allons-y. Voilà, voilà, bon, on va pas simplifier Apple à trois étapes qui est la conception, la fabrication et puis la distribution, la vente. Mais la partie vente, c'est Tim Cook qui l'invente, qui la contrôle. Ouais. Et Apple est avant tout une formidable machine à vendre, hein. C'est ce qu'expliquait aussi Cédric tout à l'heure. La réalisation des Apple Store au quotidien, la réalisation du site internet au quotidien, l'optimisation de la logistique, tout ça fait qu'il dégage beaucoup de marge et que c'est une machine très très bien huilée. Et ça pour moi c'est Tim Cook. Et une fois de plus, quand il avait été malade, c'est lui qui avait pris les commandes du Donc bateau. concrètement, si je vous comprends bien, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que Steve Jobs sent un caractère d'urgence et a envie de préparer la suite. Enfin, en Bah, même temps, même s'il le faisait, il nous en parlerait pas, hein, je te mets à l'aise. Non, mais on le sentirait quand même. Il serait, voilà. Non, non, moi je Hum, dis qu'il est capable de faire comme Molière, d'avoir envie de mourir sur scène, et donc on le saura pas. Ou comme Dalida. Allez, moi je Oui. veux mourir sur scène. Très bien. On lui je souhaite vais voir pas. Nicolas Jeter. Messieurs, on a déjà pris du retard, donc on va vite passer par là. On va sauter jusqu'au printemps et au mois d'avril et la folie iPad. L'iPad débarque aux États-Unis. Jamais un produit high-tech n'aura été aussi attendu. Les files d'attente s'allongent devant les Apple Store. C'est de la folie, certes, orchestrée par Apple, qui annonce 300 000 exemplaires vendus en une seule journée. Et la fièvre n'est toujours pas retombée.
Alors messieurs, vous vouliez en parler tout à l'heure déjà du succès, des chiffres de vente de l'iPad. On va se faire plaisir. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buzz sur le lancement, les files d'attente, on en a l'habitude maintenant. On a un peu plus de recul sur le succès de l'iPad aujourd'hui. Le chiffre qui est paru, donc c'était au mois d'octobre, il y avait 8 millions d'iPad vendus. On devrait dépasser le cap des 10 millions logiquement d'ici la fin de l'année, sachant que les tablettes sont quand même des objets très prisés pour Noël, même si c'est des objets très chers. Et puis notamment en France, maintenant ils sont sponsorisés sponsorisés. Vous m'avez compris, par les opérateurs mobiles. La preuve que l'iPad est un succès, c'est que maintenant tout le monde veut en faire. Donc le Galaxy Tab, Toshiba et j'en passe. Tu seras à Las Vegas le mois prochain, mois de janvier. Aujourd'hui, ça y est, dans l'industrie, il y a un vrai nouveau modèle, Monsieur X, qui est la tablette, qui s'installe à la maison, mais qui correspond peut-être à d'autres usages, Cédric en parlait, que celui de l'ordinateur, ou tu penses au contraire que les choses vont en termes totalement fusionner. Si on écoute Steve Jobs, carrément la tablette va remplacer l'ordinateur. Non, moi je pense toujours pas que la tablette va remplacer l'ordinateur, en tous les cas l'ordinateur portable rapidement, mais c'est pas un problème. Moi je trouve que les deux peuvent cohabiter aisément et chacun trouver leur usage. Moi je vois une fois de plus la tablette comme un objet un peu en libre service dans la maison, que tout le monde peut prendre pour aller regarder un article sur Wikipédia. Une fenêtre ouverte sur Internet, c'est ça en fait, absolument, voilà. Et à partir du moment où il est vécu comme ça, comme un produit en libre service dans sa maison, il a sa raison propre. Et je pense qu'il va se faire sa place à côté d'un ordinateur mobile avec un clavier sur lequel on peut travailler. Donc moi je pense pas qu'il y ait de problème. Il va peut-être y avoir une cannibalisation des ventes entre les deux types de produits. Il va faire un choix quand même. Ouais. Oui, mais je pense que ça va rester à la marge pour les acheteurs d'iPad. Les acheteurs d'iPad, ils vont continuer à avoir un ordinateur, surtout que ce sont ceux qui ont les moyens d'avoir les deux produits. Après, si on regarde le spectre complet des clients potentiels, effectivement, la majorité des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un iPad, le jour où ils vont vouloir s'acheter une tablette, ils vont se poser la question de savoir si c'est une tablette ou un ordinateur. Mais dans 18 mois, le marché aura tellement évolué sur les tablettes qu'on pourra se payer un ordinateur et une tablette, les deux ensemble, pour moins de 500 euros. Et donc tout le monde pourra avoir ce double équipement. Donc je ne les vois pas fusionner assez rapidement. Une fois de plus, moi je pense que c'est pas un problème. La tablette va trouver ses propres usages. TV d'appoint, radio d'appoint, fenêtre sur Internet, que sais-je encore. Concrètement, Cédric, tu es d'accord? Comment tu vois évoluer la tablette à la maison? Uniquement un outil de divertissement? C'est d'abord, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, hein, c'est d'abord un magnifique outil de consommation de contenu avant d'être un outil de création de contenu. Moi, je me suis retrouvé cet après-midi avec dans ma petite besace, et petite besace parce que c'est des outils pas très gros. Il y a plein de choses dans ta besace. Ah oui, en ce moment, alors, je bouge des trucs d'un endroit à l'autre. C'est la haute de Noël, ta besace. C'est un peu un Apple Store en ce moment. J'avais l'iPad et le petit MacBook Air 11 pouces qui est devant moi. Et il fallait que je tape un texte de 1000 signes, c'est vraiment pas grand chose. Non, j'aurais pu le faire sur l'iPad, mais bêtement, par exemple, je peux pas compter les signes sur l'iPad, donc c'est ennuyeux. Donc il a fallu que je trouve du Wi-Fi et que je déplie le MacBook, quoi. Donc, ça fait à peu près 8 mois que l'iPad, c'est pas à peu près 8 mois, ça fait que maintenant 8 mois que l'iPad est là, presque une gestation. Quel bilan on peut faire? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui devrait arriver selon vous pour corriger le tir? Avant de parler du futur, mais ça ce sera dans l'émission de la semaine prochaine, de ce qui pourrait arriver dans les prochaines générations, qu'est-ce qui lui manque déjà aujourd'hui? C'est de manière... Vas-y, je t'en prie. Non, excuse-moi, c'est vrai que tout bêtement, d'abord de la connectique standard quoi, pour l'iPad. HDMI, USB. On parle d'Apple, Monsieur X. Oui, absolument. Très bien que la connectique standard, non, c'est voilà. Si, mais ils vont y venir. Bon, on disait que la tablette fait office de visionneuse dans la maison. Ce qui serait sympa, c'est qu'elle puisse se connecter aux autres produits de la maison. Le disque dur qu'on utilise pour stocker ses données, sa télévision. Donc vraiment, moi, ce que j'attends pour la prochaine version, avant même une ça caméra... Ça fait ça, la télévision, Monsieur X. On peut mais un dock, mais... avant même toutes les fonctions évoluées qu'on peut attendre de l'iPad, et là, je laisserai à Cédric le soin d'être plus visionnaire que moi. Moi, c'est de la connectique standard que j'attends. Voilà. Mais je suis d'accord, moi, c'est pas de la connectique... Enfin, si, bien sûr, la connectique, super important. Mais en fait, c'est tout ce qui sépare l'iPad de l'ordinateur. Le truc qui manque à l'iPad, c'est un file system, comme on dit, enfin un système de gestion de fichiers
qui permettraient, par exemple, c'est des trucs bêtes, mais tu es dans une application ou dans le navigateur. Il y a des choses maintenant qui permettent, selon ce que tu vas télécharger, tu télécharges un fichier PDF par exemple, il y a des applications qui vont te permettre de le voir. Mais il n'y a pas, j'ai par exemple pas le moyen de recopier ce fichier sur une clé USB, une carte SD ou autre chose à partir de l'iPad. Il faut absolument tu peux l'envoyer par mail et c'est tout, quoi. Oui, je peux l'envoyer par mail, mais sinon il faut quand même repasser par une connexion à l'ordinateur et passer par iTunes pour sortir des fichiers. Ça, à moyen terme, c'est juste insupportable. C'est-à-dire que c'est vraiment, on revient au Mac premier du nom. Vous savez que c'est comme le vélo avec les petits trous à l'arrière pour les enfants. Sinon, ces petits trous-là, on ne pourrait pas les retirer, quoi. Donc c'est à peu près insupportable. Lors de la présentation de l'iPad en janvier dernier par Steve Jobs, il a longuement insisté sur la fonction, souvenez-vous lors de la démo, de livre électronique et de presse en ligne. Moi, personnellement, je trouve qu'il manque concrètement quelque chose. Alors, c'est pas le journaliste qui parle, mais c'est un petit peu certainement. Mais c'est vrai qu'on attend l'arrivée d'un vrai press store avec des prix peut-être un peu plus attractifs, un peu plus taillés pour les besoins à la fois des groupes de presse et des lecteurs. Et c'est vrai que de ce côté-là, on aperçoit qu'Apple a bien évangélisé cette année. J'espère que dans l'année qui viendra, on verra arriver des choses beaucoup plus intéressantes. Oui, mais ça, ils sont dessus, ça fait iPad, des mois. Oui. Ça fait des mois qu'ils sont dessus et qu'ils essaient de négocier la possibilité, puisqu'en fait c'est quoi la pierre d'achoppement? C'est la possibilité d'offrir des abonnements sur l'iPad. Aujourd'hui on est forcé d'acheter de la presse au numéro, ce qui est un peu gonflant quand même sur le long terme. Ouais. Or il y a une énorme différence sur le marché de l'abonnement aux États-Unis, c'est que le prix des abonnements presse aux États-Unis il est ridicule. Mon mensuel préféré, Wired, si mes souvenirs sont bons, à chaque fois que j'achète un Wired physique dans un kiosque aux États-Unis, j'ai un coupon qui me tombe sur les genoux où on me dit abonnez-vous pour un an, $12, $1 par numéro. Évidemment, c'est pas les mêmes prix chez nous. Et ça suppose de toute façon, pour que ça marche, il faut évidemment que les prix soient les mêmes que ceux des abonnements physiques, sinon inférieurs, si possible. Et pour ça, il va falloir qu'Apple abandonne l'idée de prendre 30% sur tout ce qui est vendu au travers du Ouh là là, malheureux. Eh bien oui, voilà. Non, mais on peut. Alors, est-ce qu'il faut prendre des choses de manière forfaitaire? Est-ce qu'il faut que ce soit plus, mais une seule fois? Mais les abonnements à la presse peuvent pas rapporter 30% à Apple. C'est impossible, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une pierre d'achoppement, et c'est pour ça que c'est pas signé, et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de press store convaincant. Bien, on va clôturer sur l'iPad. On va passer à l'autre événement fort de cette première moitié d'année. Hein. C'est juste avant l'été. C'est le lancement de l'iPhone 4. En juin, Steve Jobs est de nouveau sous les feux de la rampe avec la présentation de l'iPhone 4. Les Apple Store sont de nouveau bondés, y compris en France, où les boutiques d'Apple commencent à quadriller le territoire. 1,7 million d'exemplaires sont écoulés dans le monde en seulement 3 jours. Une euphorie de courte durée avec la polémique de l'antenne de l'iPhone qui provoque des coupures d'appel. Un raz-de-marée médiatique dramatique pour le patron d'Apple qui monte à nouveau sur scène pour sauver le soldat iPhone. Alors monsieur, avant de parler de l'iPhone 4, quelle aventure cet iPhone 4, on en a beaucoup parlé décidément, et pas combien, un petit mot quand même sur les Apple Store. Cette année 2010, c'est l'année véritablement de l'arrivée des Apple Store en France, même si ça a commencé un petit peu l'année d'avant. On a vu les boutiques de la pomme officielles, hein, c'est pas des revendeurs, c'est le constructeur qui les ouvre, se généraliser avec notamment un flagship, un navire amiral comme on dit en français, qui a ouvert ses portes à l'Opéra, à la place de l'Opéra à Paris, en face de l'Opéra à Paris. Alors monsieur, où va donc s'arrêter Apple? C'est dur à dire. Est-ce que tu penses qu'ils vont véritablement quadriller le territoire? C'était le thème de la première émission d'On refait le Mac il y a déjà un an. Joyeux anniversaire, On refait le Mac. Bref, voilà, tu les vois aller jusqu'où avec leur boutique? Le plus loin possible. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, ils ont lancé leur premier magasin en mai 2001. Moi, c'était une des raisons qui m'avait fait postuler pour aller bosser chez Apple, parce que le constat que je faisais, c'était que Apple savait pas vendre ses produits, et que s'ils réussissaient maintenant à faire des magasins, ils avaient tout pour réussir. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'avait donné envie d'aller bosser chez eux. Et aux États-Unis, à partir de ce premier magasin qui a été ouvert en mai 2001, ils ont quadrillé 100% du marché. C'est-à-dire qu'ils ont tué l'intégralité des revendeurs Apple, sauf quelques retailers de renom, comme Best Buy ou quelques grandes surfaces type Walmart. S'ils peuvent faire la même chose en France, a priori, ils le feront. Parce que ça a deux avantages. Plus de cash pour eux, plus de marge.
Et puis un deuxième avantage, une meilleure Concrètement, pour mise ceux en qui ne avant sont des pas produits. forcément, voilà, il n'y a plus la commission que l'on donne aux revendeurs. Bah si, Voilà, on ne Oui. sort pas directement c'est compté du différemment. producteur au Mais c'est consommateur. plus facile de négocier, on va Ouais, dire. Voilà. ok. Ouais. Voilà, Bon, donc, c'est pas gagné avec Apple, mais bon. donc l'argent Oui, reste en interne, meilleure mise en avant des produits dans les magasins Apple en nom propre que partout ailleurs, puisque le magasin Apple est avant tout exclusif des produits Apple, c'est pas un revendeur multiple Sony ou Hewlett Packard Apple. Donc si ça marche, ils iront le plus loin possible, à moins d'avoir une opposition entre guillemets judiciaire ou fâchée d'un certain nombre de revendeurs. Mais il C'est-à-dire, n'y en a de... clair, ils ont encouragé pendant des années, pour situer les revendeurs historiques à investir, à faire des beaux magasins façon Apple Store. Et aujourd'hui, concrètement, ces revendeurs historiques, ces revendeurs agréés Apple qui ont évangélisé le marché pendant des années, peuvent voir débarquer en face de chez eux, en face de leur pas de porte, un Apple Store officiel. Et là, évidemment, entre la copie et l'original, entre guillemets, malheureusement, les consommateurs n'hésitent pas très Ouais, longtemps bien à sûr. faire. C'est Oui, mais clair. enfin, par exemple, les revendeurs français, Et c'est ce qui s'est passé aux bien sûr, mais États-Unis. je veux dire, les revendeurs français, par exemple, ils ont quand même eu 9 ans pour voir venir le vent du boulet, quoi. Ils ont bien compris que Ouais. c'était exactement ça qui allait se passer. Il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, le fait qu'Apple prenne en main la commercialisation de ses produits est finalement un truc assez logique, quoi. Quand tu dis Monsieur X le plus loin possible, ça veut dire en clair ils vont arriver partout, dans toutes les grandes métropoles régionales, c'est ça? Il y en aura dans toutes les régions? Moi, je pense, ouais. Absolument. Donc, on va avoir rapidement 20 à 25 magasins Apple en France. Et puis, Apple sait très bien choisir ses zones de chalandise. Donc, tout ce qui compte de potentiel économique pour le Mac important en France va avoir un magasin dans les 2 ans à venir. Peut-être moins. Peut-être Ce moins. qui veut dire, Monsieur X, qu'on sait quand on regarde les chiffres de vente d'ordinateurs aux États-Unis, de Mac notamment aux États-Unis, on s'aperçoit qu'elle suit la courbe d'ouverture des Apple Store. Apple avait créé l'événement en annonçant, je n'en reviens toujours pas de ce chiffre, que la part de marché d'Apple aux États-Unis était de 20% pour les ordinateurs. Est-ce que tu penses qu'en clair, la part de marché avec l'arrivée et la multiplication des Apple Store va faire exploser la part du marché du Mac en France? Alors, il faut d'abord revenir sur le 20%. Il faudrait vérifier, mais je crois que 20%, c'est si on inclut Non, les non, non, iPads, non. qui est un Si mes souvenirs comptage sont quand bons, même. c'était Non, juste Pas sûr, mais monsieur. c'était uniquement les laptops. C'était 20% des Ouais, d'accord. c'est quand même laptops pas sur mal. une période donnée. Voilà. Ouais, Voilà. Donc, ouais. si on prend les ordinateurs au Quand bien global, même, c'est... on est à 3 ou 4% en France, même pas. Ah Ouais. ouais, Oui, oui, On mais voit attends. la marge de progrès c'est possible. grave. Au niveau des laptops, on est peut-être à 5%. Donc, oui, il y a une progression peut-être pour les mener en 2 ans à 10%. Alors, une 3, chose 4, différente, hein, une ouais. chose différente entre le marché français et le marché américain ou le marché anglais, c'est le pouvoir d'achat relatif. Il faut Ouais, toujours se rappeler ça. Le pouvoir d'achat relatif où la population en France capable de se payer un ordinateur à 1000 euros est beaucoup moins importante qu'aux États-Unis. Et rappelez-vous qu'Apple a 10 ou 15 ou 20% de part de marché sur certains marchés aux États-Unis, voire 90% si on prend les ordinateurs de plus de 1000 $ vendus aux États-Unis, mais avec un pouvoir d'achat et une population cible pour le Mac beaucoup plus bien importante en sûr. France. En France, cette population qui peut mettre 1000 euros dans un Mac, elle est beaucoup plus faible. Et même si les gens ont l'argent, c'est peut-être encore moins admis de se dire je vais mettre 1000 euros dans un ordinateur pour Ouais. mes enfants. Aux États-Unis, c'est admis, c'est même un point de passage obligé pour tout étudiant qui rentre à l'université. Donc Alors, ça va aller doucement et il y a peut-être une asymptote inférieure aux 10-15% qu'on voit aux États-Unis. bien, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être potentiellement de plus en plus de gens qui vont regarder On refait le Mac, ça nous fait plutôt plaisir. On enchaîne sur l'iPhone 4, c'était le feuilleton de l'été, ça a super bien démarré, c'était euphorique, 600 000 précommandes, 1,7 million vendus en seulement 3 jours, et puis patatras, l'Antenna Gate, cette histoire de problème de réception des antennes. Alors on va pas rappeler ici les faits, on en a parlé à longueur de podcast tout au long de ces 6 derniers mois. Simplement, ce qui est étonnant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Apple a vraiment payé ce problème technique, ce problème de communication, ou est passé entre les mailles du filet? J'ai la réponse, mais Je je pense que pose quand non. même la question, monsieur Cédric. Mais en même temps, c'était un procès. En fait, c'était pas tant le procès de l'appareil, parce que moi j'ai tendance à considérer que l'iPhone 4 est le premier vrai iPhone et que les précédents étaient quand même des trucs pas très intéressants. Est-ce qu'ils ont payé pour le défaut pour l'antenne? Honnêtement, Qu'ils n'ont toujours pas corrigé, de vous à moi, à part oui, les mais mises à parce que jour. c'est pas bien grave, quoi. Honnêtement, je veux dire. Alors,
dans l'histoire, ça va, c'est bon. De toute façon, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a un iPhone 4 dans la main et qui n'a pas une pochette, un machin, un étui, un truc, une coque, quelque chose, je tremble parce qu'évidemment, il est magnifique, il est tout en verre. S'il tombe, il meurt. Hein, donc, et la première chute est d'ordinaire la dernière. Donc, de toute façon, il faut mettre quelque chose dessus pour le protéger. Et du coup, le problème de l'antenne devient un vrai faux problème. Concrètement, j'ai les chiffres, puisqu'IDC vient de les publier le jour où on enregistre cette émission. En Europe, Apple a multiplié par 2 les ventes d'iPhone par rapport à l'année dernière. Ils en ont vendu 4,5 millions en Europe lors de ce troisième trimestre. On ne peut pas vraiment dire que Apple ait payé ses problèmes de communication et ses problèmes de réception d'antenne, Monsieur X. Et comment on peut expliquer qu'une entreprise arrive comme ça à passer entre les mailles du filet? Parce que dans d'autres secteurs de l'industrie, il y a des entreprises qui s'en ont jamais remis entre guillemets, de scandales et des problèmes de... Voilà. Ouais, quand ta Toyota oublie de freiner, c'est plus grave. Voilà. Oui, ça se traduit en mort. Mais voilà. Il y a eu des choses qui s'étaient... il y a des entreprises qui ne sont pas forcément remis de ces problèmes de communication. Les gens n'étaient pas obligés de se ruer comme ils se sont rués sur l'iPhone 4. Là, 4,5 millions de personnes en Europe, messieurs. C'est incroyable. Alors, comment on explique que les gens... ça veut dire quoi, que le discours d'Apple était vachement pédagogique, que Steve Jobs a fait mouche? Non. La force d'attraction du produit était supérieure à la polémique. C'est qu'on n'en a pas parlé, exactement. Non, moi, je pense qu'on en a parlé. Non, je pense que l'attractivité du produit reste tellement forte que peu importe le problème de réception, qui effectivement est masqué par cette belle chose, le bumper, qui est la coque Apple ou une autre, les fixes logiciels qui ont été donnés fixent aussi là un petit peu le problème, mais c'est pas la clé. Moi, j'ai toujours des problèmes de réflexion avec mon iPhone 4. Maintenant, l'attractivité de ce téléphone reste intacte de par le système d'application, de par un certain nombre de trucs qu'on peut faire. Moi, j'ai encore fait un film en rentrant chez moi à 23h quand il neigeait en HD. Le résultat est absolument super. Je m'amuse comme un petit fou. Et j'ai pas d'équivalent aujourd'hui, ni chez Microsoft, ni chez BlackBerry, ni même chez Samsung. Tu as mal regardé. Donc voilà le succès de l'iPhone. Oui, on aura l'occasion d'en parler dans une seconde partie de l'avenir d'Apple, des produits qui seront amenés à arriver. Hein. L'année est extrêmement riche, donc on a découpé cette émission en 2 parties. Mais en attendant, je vous propose vos coups de cœur, messieurs. Alors mon coup de cœur, c'est pas très original, c'est ce qui a créé un petit peu l'événement. On croyait d'ailleurs, lorsque j'ai vu Xavier Niel monter sur la scène la semaine dernière à Paris, à voir Steve Jobs lors d'une keynote, c'est bien sûr le lancement de la Freebox Révolution. Voilà, donc Free j'attends à nouveau un pavé dans la mare. On va encore découvrir des choses, on connaît encore pas tout du produit ni des conditions tarifaires, mais c'est vrai que la possibilité comme ça qu'offre en termes de fonctionnalité cette nouvelle box ADSL, et surtout la possibilité de téléphoner gratuit sur tous les mobiles, à condition bien sûr qu'on ait la dernière version et qu'on prenne l'abonnement des 5 € par mois, comment on appelle ça, pour le dégroupage, voilà. Oui. Ouais, c'est encore un joli pavé dans la mare, et ça laisse... on est tous impatients de découvrir ce produit au mois de janvier. Donc moi, mon coup de cœur, c'était la Freebox Révolution. Ouais, je comprends. Surtout qu'il y a plein de petites choses apparemment qui vont arriver pour les utilisateurs de Mac et notamment d'iPad, d'une application. Voilà. Et la vraie question, mais on en parlera la semaine prochaine, c'est du coup, est-ce qu'il y a encore la place pour l'Apple TV avec un tel produit? Mais on en parlera la semaine prochaine. Cédric, ton coup de cœur? Une application, regarde, ça s'appelle Barcode Kanojo. C'est une application japonaise, c'est extraordinaire. Alors je t'explique parce qu'on n'en a jamais parlé, je ne te l'ai jamais montré avant maintenant. Prenons ceci par exemple, une canette de soda d'une marque bien connue. Si je scanne le code barre qui se trouve ici, le code barre correspond à une girlfriend, à une copine que je vais avoir sur mon téléphone. Alors, il y a les codes barres que tu es le premier à découvrir, et c'est donc ta girlfriend, et il faut la visiter de temps en temps. C'est totalement japonais. Ça s'appelle Barcode Kanojo, K-A-N-O-J-O. C'est un truc totalement compulsif. C'est le Farmville des girlfriends avec des codes barres dans le monde réel. Enfin, c'est un truc de fou. L'application est gratuite. Un code barre correspond à une girlfriend, c'est ça? Exactement. Mais à entretenir, on a ses girlfriends, il y a les copines, les gens, etc. Et puis on peut piquer les girlfriends des autres. Donc après, tu peux payer, il y a du in-app pour payer, pour envoyer tes girlfriends en vacances, pour les mettre à l'abri. Enfin, c'est un truc de malade. C'est purement japonais, mais ça fonctionne en anglais, donc tout le monde peut y jouer.
J'avais jamais vu ça. Tu peux avoir la liste de tes ennemis. Enfin, c'est génial. C'est entre le jeu et le réseau social, ça, j'adore. Monsieur X, vite, on est très en retard. Cédric est intarissable. Moi. Ouais. Avant que Cédric n'aille en prison, C'est parce que son ça a l'air truc, vraiment bizarre son appli. Moi, alors je suis peut-être le dernier à le découvrir, c'est une petite application qu'on appelle CyberDoc. CyberDoc, c'est quoi? C'est un logiciel dit client FTP qui vous permet d'aller télécharger ou de récupérer des fichiers sur un serveur FTP sur l'Internet. Chose particulière de CyberDoc, parmi les autres clients FTP, c'est que vous pouvez, parce qu'il a été développé en WebDAV, la même technologie que MobileMe, le coupler à MobileMe, et enfin accéder les fichiers de votre iDisk à la vitesse de la lumière. Et ça change tout pour quelqu'un qui paye 79 euros, comme moi, par an. Voilà, donc CyberDoc plus MobileMe, ça fait un vrai MobileMe, et comme CyberDoc est pas cher, ça fait un MobileMe enfin fonctionnel. Merci c'est Monsieur génial. X pour CyberDoc, merci Cédric d'avoir participé également à cette On refait le Mac. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. On reviendra sur le lancement de l'iPod, sur l'avenir des produits qui vont arriver là dans les prochaines semaines. Il y a pas mal d'actualités déjà, on peut déjà essayer de tracer des petites choses. Messieurs, bonne fête et bon Noël puisqu'on devrait arriver le jour de Noël. On refait le Mac continue pendant les vacances, profitez-en, à la semaine prochaine. Ciao. Pour remporter un dock iPod Navone offert par notre partenaire Pioneer, répondez à cette question. Quel est le nom de l'ancien patron de Monsieur X? Envoyez votre réponse par mail à olivier@onrefaitlemacom. Attention, ce jeu n'est valable que pour la France métropolitaine.